مرحبا بكم في برنامجكم هذا علم وحضارة, science et civilisation. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Madame Mounira Ammour. Madame Mounira Ammour, bonjour. Bonjour. L'émission d'aujourd'hui va porter sur les liens entre la génétique et la genèse des cancers. Vous êtes, Madame Ammour, une chercheuse confirmée au CNRS, Centre national de la recherche scientifique en France. Merci de revenir dans un premier temps sur votre parcours. Vous êtes né, je crois, dans cette belle ville de Rabat, où nous sommes aujourd'hui, et je prends l'occasion de remercier toute l'équipe de la Villa des Arts qui nous accueille de Rabat. Donc vous êtes né ici et le voyage vers la science commence à Rabat. Tout à fait. Donc bonjour Ali Ben Makhlouf, et je voudrais dire pour commencer que j'ai lu un de vos livres avec beaucoup d'intérêt qui s'intitule La conversation comme manière de vivre. Et donc je vous remercie infiniment de m'avoir invité à cette conversation scientifique. Exactement, c'est sous cette forme que l'émission a cours. J'invite des collègues qui font état de leurs recherches. Et comme je le disais, vos recherches portent sur la génétique. On en parlera dans un second temps. Vous êtes une très grande généticienne. Mais alors, à Rabat, vous êtes né et vous avez grandi ici. Dans quel quartier, dans quel lycée Voilà, non, donc effectivement, je suis née à Rabat et donc j'ai fait ma scolarité primaire et secondaire à Rabat, donc à l'école Paul Cézanne, puis au lycée Descartes, et mes études universitaires à Paris. D'accord. Donc à Paris, donc j'ai une maîtrise de génétique et une maîtrise à l'université Paris 6, une maîtrise en biologie humaine à l'université Paris Sud. Et donc ensuite, donc j'ai fait mon doctorat de 3e cycle. On appelait cela 3e cycle. À l'époque, oui. Je l'ai soutenu en novembre 1982. D'accord. 40 ans. À l'Institut. Donc les travaux de recherche donc, qui ont fait l'objet de mon doctorat de 3e cycle ont été réalisés à l'Institut Pasteur de Paris. Oui. Il faut dire combien la recherche et l'engagement dans la recherche suppose un accueil, une structure, une équipe. Donc absolument. Là, c'était dans donc votre doctorat dans un laboratoire de l'Institut Pasteur de Paris, dans le département, voilà, de Paris, oui. Donc dans le bâtiment Metchnikov, qui était le département d'immunologie. Et ensuite, j'ai réalisé mon doctorat d'État. Donc j'ai soutenu en 1987. Donc les deux doctorats sont de l'université Paris 6, oui. Anciennement Paris 6. Et il est vrai qu'autrefois on faisait 2 doctorats. Voilà. D'abord un qu'on appelait 3e cycle, 2e doctorat d'État. Et c'est donc maintenant le doctorat d'université et l'habilitation à diriger les recherches. Mais donc à l'époque c'était le doctorat d'État qui donnait cette habilitation à diriger les recherches. C'est cela. Donc j'ai les travaux de recherche pour mon doctorat d'État ont été réalisés en partie à l'Institut Pasteur de Paris et en partie au Cornell Medical College à New York. D'accord. Donc, la recherche exige toujours qu'on se déplace. Oui. Et le déplacement est quasiment naturel pour la recherche. Oui, oui. De toute façon, la recherche se fait au niveau international et nous sommes tous interdépendants des résultats des uns et des autres et d'une collaboration active. Oui. Voilà, Donc après l'épisode de l'Institut Pasteur et de l'épisode new-yorkais, vous êtes revenu en France. Oui, donc en fait j'avais eu mon poste au CNRS en 1984. Donc je suis allée aux États-Unis en étant chargée de recherche au CNRS. D'accord. Et ensuite j'ai bénéficié d'une création d'équipe CNRS en décembre 90, donc janvier 91.
Et c'est ainsi que j'ai créé mon équipe qui s'intitule Instabilité génétique et cancérogénèse. Instabilité génétique et cancérogénèse. Ça, c'est une équipe. Ça, c'est mon équipe. Et ensuite, dans le cadre, voilà, si je dois, je dirais, résumer très brièvement mon cursus. Oui. Donc, j'ai dirigé pendant 10 ans l'unité de recherche stress génotoxique et cancer. Voilà. À l'Institut Curie, qui est une unité de recherche qui avait 3 tutelles. Oui. Donc le CNRS, l'Institut Curie et l'Université Paris-Saclay, oui. qui était l'Université Paris-Sud, qui est donc devenue l'Université Paris-Saclay. Saclay, exactement. Et j'ai également assuré la direction déléguée coordination du centre de recherche de l'Institut Curie sur le site d'Orsay. D'accord. Pendant 12 ans. Permettez-moi de revenir sur la différence entre une équipe de recherche et une unité de recherche. Vous avez créé une équipe dont vous venez de parler pendant 10 ans sur l'instabilité génétique, on reviendra là-dessus. L'équipe de recherche a été donc créée, commencée tout début 91. Oui, d'accord. Voilà. Vous l'avez rejoint. Non, j'ai créé... vous l'avez créé, oui, c'est ce que j'avais bien compris. Voilà. J'ai bénéficié donc de cette création d'équipe, c'était sur un appel d'offres du CNRS, qu'on appelle les contrats ATIP CNRS, et donc j'ai créé cette équipe en 1904, tout début 91. Et ensuite, je dirais, l'unité de recherche, c'est une confédération d'équipes. Ah, c'est une confédération d'équipes, c'est cela. Pour exprimer les choses simplement. Non, mais c'est important de voir tous les stades de collaboration pour qu'une recherche se fasse dans de bonnes conditions. Voilà. Il y a les équipes précisément à échelle plus réduite et les unités qui rassemblent plusieurs équipes. Voilà, qui rassemblent plusieurs équipes. Donc l'unité que j'ai dirigée jusqu'à fin 2019, pendant 10 ans, donc 2 mandats de direction d'unité, étaient constitués de 5 à 6 équipes. C'est cela. Voilà, et donc... oui, c'est beaucoup de travail d'administration de la recherche. Voilà. Mais passionnant pour voir comment une recherche se constitue comme un puzzle, et on a finalement l'image finale. Et d'interaction scientifique, parce qu'évidemment, nous avons des réunions d'unité. Toutes les semaines, nous discutons, nous échangeons. Enfin, je veux dire, c'est vraiment une... La recherche ne se fait pas seule dans son cabinet. Non, jamais. Non, nous sommes vraiment... C'est très important de le mentionner. Un travail collaboratif et à tout point de vue. Et précisément maintenant, si vous permettez, avant de parler de la transmission que vous avez assurée pour les autres générations, j'aimerais qu'on revienne un peu sur le cœur même de votre recherche. Donc, on a parlé d'instabilité génétique et de cancérogénèse, la genèse des cancers. Et quel est ce lien, cette corrélation, peut-être cette causalité, vous allez me dire, entre cette instabilité génétique, d'abord la définir, et la genèse des cancers? Donc, vous pouvez être très technique, il n'y a pas de problème. Non, donc en fait, dans le cadre de ma création d'équipe, nous avons développé un projet sur une maladie génétique extrêmement rare qui s'appelle le syndrome de Bloom. Le syndrome de Bloom. De Bloom, oui. Qui consiste en quoi? Qui est la seule maladie génétique humaine qui prédispose les patients à tous les types de cancers qui affectent la population générale. Et donc, le syndrome de Bloom, justement, présente les patients, les cellules des patients atteints du syndrome de Bloom, présentent ce qu'on appelle une instabilité génétique. Et ces patients donc, ont une prédisposition à développer différents types de cancers indépendants au cours de leur vie. Et donc, l'instabilité génétique, ça rassemble beaucoup de choses, en fait. C'est ce qu'on appelle un phénotype mutateur, c'est-à-dire qu'en fait, les cellules de ces patients ont tendance à acquérir spontanément un certain nombre de mutations, vont présenter, on va dire, des cassures chromosomiques spontanées.
les cellules des patients atteints du syndrome de Bloom ont une caractéristique très particulière qui est en fait la signature, je dirais, cytogénétique de cette pathologie, qui est donc ce qu'on appelle une augmentation de la fréquence des échanges entre chromatides sœurs. Donc ça se passe au niveau des chromosomes. Oui. Et donc leurs chromosomes ont une allure d'arlequin lorsque on les traite d'une certaine manière. Et c'est la seule maladie humaine. C'est-à-dire lorsque l'on voit cette image, c'est un syndrome de Bloom. Et pendant des années, jusqu'à l'identification du gène impliqué dont la mutation entraîne cette maladie, le diagnostic se faisait uniquement sur cette particularité cytogénétique des échanges entre chromatides sœurs. Et le travail d'aller vers l'identification d'un gène est un travail de longue haleine. Alors, donc c'est une équipe américaine qui a identifié le gène, donc qui s'appelle le gène BLM, et donc qui code pour une protéine qui est impliquée dans le métabolisme de l'ADN. Et donc avec mon équipe, durant un certain nombre d'années, nous avons travaillé pour comprendre le rôle physiologique de cette protéine. Parce qu'effectivement, ce qui est important, avant de comprendre les conséquences d'une anomalie génétique et d'une mutation, c'est de comprendre la fonction à l'état physiologique. La fonctionnalité voilà. de la protéine. C'est comme si on prend l'exemple d'une voiture. Oui. Si vous voulez identifier une panne de votre moteur, vous ne pouvez pas le faire si vous ne savez pas comment fonctionne votre moteur normalement. Et ce n'est que lorsque vous savez comment il fonctionne que vous êtes capable de Réparer la panne. de comprendre d'où vient la panne. De comprendre d'où vient la panne. C'est ça qui est important. Oui, on n'est pas déjà dans la réparation, on est déjà dans la compréhension. On est dans la compréhension, voilà, des mécanismes mis en jeu. Et donc nous avons travaillé, donc et nous avons contribué, nous avons contribué à décrypter les fonctions de cette protéine BLM. Et si on prend les choses complètement en aval et non pas en amont, si on regarde cela du point de vue du patient, sur toutes ces années de vos recherches sur cette corrélation entre l'instabilité génétique et la genèse des cancers, de plusieurs cancers, d'après ce que vous avez dit, justement du point de vue du patient, comment s'est traduite cette bonne compréhension que votre équipe a pu donner? Est-ce qu'on a pu mieux cibler au niveau de la thérapie, ou est-ce qu'on est toujours en cours? La recherche prend beaucoup de temps? La recherche prend beaucoup de temps, c'est une maladie extrêmement complexe et surtout qui est très rare. Donc, oui. Voilà. Donc effectivement... Elle touche peu de patients? Très peu de patients, très peu d'accès aux patients. Donc nous avons, par exemple, déjà identifié des mutations du gène BLM pour comprendre quelles sont dans la protéine les zones importantes. Donc ce que j'ai quand même oublié de dire qui est important, c'est que c'est une maladie dite récessive. C'est-à-dire que vous devez avoir la mutation des 2 copies du gène pour développer la maladie. Et quand vous avez la mutation que d'une seule copie, vous êtes porteur sain. Ça, c'est une notion importante. Et donc... Voilà, donc en fait, pour les patients, ce qui est important, c'est un suivi très, très régulier. C'est cela. Une fois que la maladie est donc identifiée. Parce qu'il y a une angoisse qui vient aussi de ne pas comprendre ce qu'on a. Et donc là, précisément, quand un patient finit par savoir qu'il est pris dans une maladie génétique et que cette maladie génétique est en train d'être identifiée, il y a déjà le gain de la compréhension en attendant des thérapies ciblées. Et puis le suivi, bien sûr. Le suivi, exactement. Qui est très, très important parce que pendant de très nombreuses années, les patients étaient en errance diagnostique. C'est cela. Parce que les médecins, cette maladie étant très rare et en plus ne se manifestant pas avec des caractéristiques précises au début, très spécifiques. On ne sait pas ce qu'on a et voilà. donc on va et donc, il y a un retard de croissance, il y a une sensibilité à de nombreuses infections. Donc, ce ne sont pas des signes très, très spécifiques. Donc, du coup, avant de comprendre que c'est le syndrome de Bloom, mais surtout avant l'identification des gènes, il fallait utiliser des méthodes cytogénétiques qui ne sont pas en routine partout.
c'est ça. Donc c'était, voilà, il y avait cette Mais vous avez errance signalé cette question de l'errance diagnostique. l'errance diagnostique. Malheureusement, ça touche beaucoup de Bien sûr. maladies dès lors que l'on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà. Donc c'est important. Revenons maintenant au travail de recherche. J'ai voulu passer rapidement par le point de vue du patient parce que tout cela est une chaîne continue de la recherche fondamentale aux thérapies ciblées. Aujourd'hui, donc là, cette identification s'est faite dans les années, vous pouvez à peu près... C'était, enfin, donc, on a commencé à travailler sur les mécanismes mis en jeu, donc mécanismes cellulaires et moléculaires mis en jeu dans cette maladie, donc avant l'identification du gène, puis le gène a été identifié fin 95, donc là, nous avons commencé à travailler sur la protéine, voilà, à comprendre dans quelle voie elle était impliquée, dans des voies de réponse à des dommages de l'ADN. Et donc, voilà, donc je voudrais en fait profiter de cela pour souligner que parmi donc les étudiantes et étudiants pour lesquels j'ai encadré les travaux oui. de recherche pour un doctorat, j'ai eu 2 brillantes étudiantes marocaines. Ah, superbe. Ben, la transmission, c'est essentiel. Voilà, qui sont donc Mouna Ababou, qui a soutenu sa thèse en 2001 oui. et qui est aujourd'hui professeur de génétique à la faculté des sciences de Rabat. Ah, superbe. Et Kenza Hakim Benani, qui a soutenu sa thèse en 2009 et donc qui est aujourd'hui directrice investissement en sciences de la vie. Donc pour la société d'accélération de transfert technologique de l'université Paris-Saclay. Ah, bravo, bravo, parce que c'est une immense satisfaction de voir que ces recherches, comme je le disais tout à l'heure, non seulement aboutissent au niveau thérapeutique et au niveau de la compréhension de la maladie que l'on a, mais aussi aboutissent au niveau de la suite des générations et de la transmission, de la formation, parce que voilà. effectivement, la recherche, elle est à la fois en collaboration à un niveau synchronique avec plusieurs personnes du même moment, mais elle est aussi diachronique dans le temps. Et donc là, ces 2 chercheuses confirmées qui sont maintenant en poste, l'une à Rabat et l'autre en France. Voilà. Et nous avions également donc développé une collaboration avec l'Institut Pasteur de Casablanca. Oui, d'accord. Donc dans ce cadre, donc j'avais pu accueillir dans l'équipe des chercheurs de l'Institut Pasteur de Casablanca, donc un médecin cytogénéticien, il y a eu donc un chercheur, par exemple Abdelhamid Barakat, qui est aujourd'hui responsable du département de génétique humaine à l'Institut Pasteur de Casablanca. Et dans le cadre de cette collaboration, nous avions identifié les mutations du gène BLM chez 2 patientes marocaines. Ah, d'accord. Oui. Oui. Donc, oui, c'est voilà. Et précisément c'est une double satisfaction pour vous parce que à la fois ce sont des personnes qui reprennent le flambeau et qui le continuent dans leur poste, et aussi que ce soit des personnes qui sont nées dans le même contexte que vous, qui ont grandi sous les mêmes atmosphères. La science se respire comme un oxygène, et cet oxygène, précisément, quand il est directement partagé, comme cela se fait précisément pour ces chercheuses, c'est une satisfaction quand même oui, parce qu'en notoire. fait, la transmission, ça n'est pas que la transmission d'un sujet. C'est une manière d'aborder les choses, c'est une manière de réfléchir, c'est une manière de poser les questions, c'est une manière de réaliser les expériences en étant toujours dans le... je dirais dans la reproductibilité, c'est-à-dire de s'assurer qu'on a toujours les bons contrôles, qu'on ne va pas surinterpréter des données. Donc, c'est toute une manière et une connivence qui se construit petit à petit avec les doctorants. Oui, bien sûr, parce que les doctorats sont quand même généralement sur 4 ans. Tous mes doctorants ont fait leur thèse en 4 ans. Oui. Et donc, c'est quand même voilà, des longues années ensemble. Sur ce point, excusez-moi de vous interrompre, j'insiste sur ce point parce qu'il y a la recherche, mais il y a la sociologie de la recherche. Donc moi, j'ai toujours trouvé que c'était très important de donner une visibilité aux femmes chercheuses, et vous venez de le faire spontanément, mais je crois comprendre que également dans votre équipe
actuellement ou quand vous avez commencé vos recherches au CNRS, il y a un entourage féminin qui était porteur aussi pour vous? Oui, en fait, non, je voudrais surtout dire que lorsque j'ai pris, je dirais, des fonctions administratives importantes, c'est donc d'avoir à la fois une direction de l'unité, une direction de l'équipe, direction du délégué du site, donc voilà, beaucoup de charges administratives. Et c'est très important d'avoir des personnes dans l'équipe qui sont là de manière constante et sur lesquelles vous pouvez toujours compter. C'est un contrat de confiance? C'est plus qu'un contrat de confiance et j'ai eu cette immense chance d'avoir avec moi, depuis plus de 20 ans, une ingénieure de recherche CNRS, Rosine Claire-Delic, et depuis plus de 15 ans, une ingénieure d'études CNRS, Géraldine Buagière-Labarchède, qui sont les deux piliers de mon équipe. Mais vraiment les deux piliers. Et sans elles, beaucoup de choses n'auraient pas été faites. Donc c'est vraiment important de le dire et je pense que c'est toujours important dans les équipes de recherche parce qu'effectivement, nous formons des doctorants, nous recevons des postdocs, nous avons donc au fil du temps beaucoup de personnes qui viennent dans l'équipe, qui travaillent, qui contribuent, voilà, et qui s'en vont. Mais c'est très important aussi d'avoir des personnes qui sont là, sur lesquelles on peut compter, oui, les yeux fermés, et qui ont toute l'expertise, la connaissance et la mémoire. Je vois. Nous approchons vers le dernier tiers de notre émission et... Mais je n'avais pas terminé, moi. Oui, d'accord. Ben, allez-y. Mais il va falloir qu'on parle de sciences et société, oui, et de vos engagements. Je voudrais quand même dire que nous sommes passés, nous avons travaillé sur travaux de recherche fondamentale, comme je l'ai exprimé, oui, mais nous avons également, ces 12 dernières années, essayé de comprendre les mécanismes, les anomalies qui pouvaient être associées à cette maladie. Nous avions montré que dans les cellules des patients atteints du syndrome de Bloom, il y avait une déficience en une enzyme qui s'appelle la cytidine désaminase et que nous appelons la CDA. Et nous avons montré que cette déficience était retrouvée dans près de 60% des cancers de la population générale. Ah oui. Et donc... On n'est plus là dans la rareté. Non, là c'est une anomalie, oui, que nous retrouvons. Et donc nous avions des arguments pour penser que cette anomalie pouvait être éventuellement ciblée d'un point de vue thérapeutique. Donc, nous avons créé une collaboration, développé une collaboration avec nos collègues chimistes de l'Institut Curie. Nous avons criblé une chimiothèque CNRS Institut Curie, identifié une molécule que nous avons baptisée X55. Et cette molécule est actuellement en cours, de développement. C'est un projet que nous poursuivons avec le soutien de l'Institut Curie et le soutien du CNRS. Et pour lesquels nous espérons à terme pouvoir avoir un nouveau traitement thérapeutique anticancéreux, une nouvelle thérapie anticancéreuse. C'est extraordinaire. Et on voit bien que sans la recherche fondamentale sur laquelle vous vous êtes appesanti pendant longtemps, on n'aurait pas ces avancées fulgurantes au niveau thérapeutique. Et je sais qu'il y a deux choses qui vous tiennent à cœur et sur lesquelles on va finir cette émission. D'un côté, l'engagement dans la société, dans des collaborations comme celle du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la société, dont vous êtes membre. J'aimerais bien que vous disiez un mot sur cela. Et l'autre point, c'est bien sûr revenir sur ce va-et-vient entre la recherche fondamentale et les avancées technologiques, dites aussi innovation. D'abord, votre relation, là, c'est dans un autre type de travail en commun, d'un comité qui réunit, entre guillemets, des sages, et vous avez été précisément nommé. C'est un comité qui comprend 40 membres. Il se trouve que moi-même, j'avais été autrefois membre de ce comité. Et là, vous pouvez peut-être juste rappeler l'atmosphère dans laquelle vous travaillez. Donc effectivement, j'ai eu l'honneur d'avoir été nommé sur désignation du directeur général du CNRS, donc au Comité consultatif national d'éthique, qui est donc un comité
qui a pour mission d'éclairer les progrès scientifiques, le débat public au sujet de ces... les enjeux de société. Exactement. Et la réflexion éthique sur ces évolutions. Donc c'est extrêmement important et ça l'est plus que jamais aujourd'hui avec cette accélération, je dirais, des connaissances scientifiques et technologiques qui repoussent les limites de l'intervention de l'homme, à la fois sur sa propre condition, mais également sur l'ensemble du vivant, et qui donc nécessite une vigilance et une réflexion éthique approfondie pour accompagner toutes ces évolutions. Il se trouve que beaucoup de gens, précisément, pensent que quand on est dans la science, eh bien, la seule précision et la seule spécialité suffit, alors que la science se fait en société. Tout à l'heure, on a évoqué la sociologie de la recherche, où il y a la part féminine. Maintenant, on évoque la société dans son ensemble et les enjeux éthiques, comme vous le dites si bien, de vigilance à l'égard de l'environnement, de vigilance à l'égard des autres problèmes de société, comme précisément le budget de santé, ou allouer les moyens de santé pour soulager tel ou tel patient d'une maladie. Donc effectivement, il y a une nécessité de toujours coordonner la recherche à la science et un comité comme le comité d'éthique le permet. L'autre point, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps... Voilà, c'est vraiment une intelligence collective. Oui, on espère qu'un jour un comité à l'échelle nationale verra le jour au Maroc. Pour les sciences de la vie et de la santé. L'autre point, je sais que cela vous tient à cœur, le lien entre la recherche fondamentale et les avancées technologiques ou les innovations. Oui, donc effectivement, pour moi, la recherche fondamentale me tient beaucoup à cœur car c'est à partir de la recherche fondamentale qu'on crée le socle de connaissances et qu'on va faire des découvertes majeures totalement imprévues. Et même au moment où on fait ces découvertes, parfois sur des organismes modèles comme la levure, comme la bactérie, on n'imagine pas les répercussions qu'elle pourrait avoir plusieurs années après ou qui permettent de comprendre des années après l'importance de certains événements, aussi bien, je dirais, chez l'homme ou dans la nature, etc. Donc la recherche fondamentale est absolument nécessaire et elle a besoin à la fois d'un temps long, d'une très grande liberté du chercheur, parce que c'est vraiment, voilà, c'est la curiosité du chercheur et qu'il puisse, lorsqu'il observe quelque chose d'inattendu, de pouvoir essayer de la comprendre et d'avoir le temps et les moyens de le faire. Donc on ne peut pas subordonner la recherche fondamentale uniquement à un résultat immédiat. C'est une façon de tuer et le résultat et la recherche. Voilà, alors qu'en revanche, il y a des recherches, je dirais, plus appliquées, oui, où là, le temps est effectivement plus court, avec des objectifs très précis, et qui est extrêmement importante aussi, car elle va produire des nouveaux outils, je dirais, technologiques, des nouvelles aussi connaissances, mais qui vont avoir des applications beaucoup plus rapides au niveau de la société, mais aussi qui vont pouvoir nourrir la recherche fondamentale, par exemple, en apportant des nouveaux outils technologiques. Donc les deux sont complémentaires. C'est cela. Mais c'est très important, voilà, de pouvoir honorer toujours la recherche fondamentale, voilà, et de la laisser, voilà, de laisser le chercheur suivre, avoir son libre choix dans ses thèmes de recherche. Voilà. Merci pour cet hymne final pour la recherche fondamentale. Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, c'était un grand plaisir de converser aujourd'hui avec Madame Mounira Ammour, directrice de recherche au CNRS. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission. À très bientôt.